Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette séance de rattrapage des meilleurs moments de l'émission. Au sommaire ce soir, des invités qu'on a tellement aimé recevoir et qu'on ne se lasse pas de revoir, et du débat évidemment. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez vos chroniqueurs bien-aimés Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Mais nous commençons sans plus attendre par un couple à la ville comme à la scène, totalement piqué et irrésistible, Valérie Le Sort et Christian Eck, pour leur petite boutique des horreurs. On est tellement heureux de démarrer la semaine avec vous. Vos 15 Molières, vos milliers de représentations, votre petite boutique des horreurs et votre génie du pire, la peur par le rire. C'est ce que vous faites au théâtre de la Porte Saint-Martin tous les soirs, en ce moment. Vous êtes heureux de nous faire peur et de nous faire pire, de nous faire pisser de rire. Et puis en voyant le spectacle, qui est comme une reprise, on est assez fiers, on l'aime bien celui-là. Ils sont fiers, ils ont raison. Non, mais en voyant tous ces artistes, on les trouve formidables, notamment. À l'origine, il y a un film, 1960, Roger Corman. Et vous avez dû respecter le texte, vous n'avez pas pu apporter de modifications. Donc, quelle était votre part de votre latitude créative? Les personnages, les situations? La scénographie. La scénographie. Oui, et la plante, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est à cette condition qu'on a accepté, parce que si c'est pour refaire exactement ce qui s'est fait à Broadway, on a mis une petite French touch, en fait, je me rends compte, avec le recul. C'est-à-dire qu'on a rendu ça joli, en fait, un peu. Oui, c'était un peu cracra dans le film. Oui, puis la plante, enfin, je veux pas... Ça aussi, ça fait prétentieux. Mais on est là pour parler de nous, on peut être que... Assumer. Et la plante, elle faisait un peu clap, clap, clap. Et là... Elle est voluptueuse et inquiétante, la plante. Un extrait de la petite boutique des horreurs. Allez, 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 petite boutique des horreurs, c'est tragique. Jamais t'arrêtes la terreur, petite boutique des horreurs, non. Ah, ah, oh non, ah, ah, oh non, ah, ah, oh non. Pour vous, cette grande plante, c'est quoi? C'est vraiment ce qui nous guette, la revanche de la nature ou pas? Est-ce qu'il y a un message environnemental ou on voit trop loin? La première fois qu'on voit l'œuvre, on se dit, il n'y a pas de message, c'est pour rigoler. C'est pour avoir peur, c'est pour... Moi, je trouve ça rigolo comme... Pardon, je te coupe. Vas-y, non, je t'en prie. Non. Je trouve qu'on a un petit peu honte, maintenant, de nos jours, de juste s'amuser et de prendre un divertissement tel qu'il est. Donc, c'est comme si on cherchait toujours des messages pour se déculpabiliser. Alors... On peut avoir, c'est peut-être un truc écologique, c'est faux, ça parle de l'exclusion sociale. Il y a un peu de féminisme. Il y a un peu de féminisme aussi, parce qu'il y a quand même un personnage, le dentiste à roulettes, qui me faisait penser au Lucien de Margerin, avec son bigoudi phallique, et qui est quand même une ordure, et vous le saignez à mort avec une jubilation sans pareil, non? De toute façon, on aime les personnages comme ça, et évidemment qu'on a demandé aux comédiens d'être extrêmement sincères là-dedans. Et c'est pour ça que parfois, l'époque nous paraît un peu dangereuse, parce que les gens sont très frileux avec... quand on montre quelqu'un de misogyne, quand maintenant les jeunes comédiennes ont du mal à interpréter une cocotte, par exemple, mais le seul moyen d'en parler, c'est de les jouer. Pour nous, en tout cas, de le dénoncer en riant. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on s'exprime. Donc, le motard qui tabasse sa petite amie, on lui a mis une minuscule moto, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Voilà, tirez vos conclusions. Oui, mais qui fume quand même pas mal. La petite boutique des horreurs, alors c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'à fin janvier, mais il y a aussi des représentations de certains de vos spectacles. On a 8 spectacles qui tournent cette année. On va pas tous une les dire. C'est pas Merci, Madame Ressort et Monsieur Heck. Vous en êtes plein de ressorts, tous les deux. Cet accident de parapente qu'il a cloué au sol s'est passé le 12 août 2022. Vous écrivez, vous commencez à prendre des notes le soir même de l'accident de Mathilde, dite Lapin, l'amour de votre vie, alors même que vous ne savez pas si elle survivra, est entre la vie et la mort. Pourquoi? J'écris une lettre, en fait. J'écris une lettre, c'est tu, c'est tu. Et dans mon esprit, quand on écrit une lettre, le destinataire ou la destinataire la reçoit toujours. Donc moi, c'est mon seul petit moyen pour la retenir, lui écrire. Alors vous écrivez, vous le dites, vous avez craint l'impudeur, l'indécence à faire de cette histoire un matériau littéraire. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à le coucher sur papier et à le publier? Alors c'est pas c'est qui, c'est Mathilde en fait. Voilà, c'est la seule. C'est la seule qui pouvait être la maîtresse de la destinée de ce livre. Moi, je me souviens vraiment, mais alors très concrètement, d'un épisode de bagarre intérieure
entre une part de moi et une autre part de moi, l'une considérant que c'était une indécence folle que de faire de la souffrance de Mathilde un matériau littéraire, et puis l'autre qui n'avait encore pas des raisons très explicites, mais qui me soufflait que en fait, ça en valait la peine. Et cette joute, elle a duré le temps qu'il fallait, et un jour, Mathilde l'a arbitré. Elle m'a dit oui et non. Elle m'aurait dit que oui, je l'aurais suspecté d'amour. Et ce n'est pas toujours la meilleure... la raison la plus objective, mais en fait, elle m'y a encouragé. À propos de l'amour, parce que c'est le récit d'une réparation, d'un retour à l'existence, mais c'est aussi une sorte d'autodissection. Vous examinez, vous revenez, vous analysez tout ce qui vous traverse. Il y a cette phrase « Je réfléchis à l'amour que je te porte, puisque tu es comme à la fois mon petit enfant et une vieille personne. Tu es diminué, et craignant que trop t'admirer, l'abîme, cet amour. » Vous écrivez ça, vous osez l'écrire. Elle l'a lu d'ailleurs. Elle l'a lu. Elle a tout lu. Elle l'a lu, alors oui, on peut parler de ça, parce que c'était un moment très fort. Alors quand elle a lu le livre, je peux vous dire que c'était pas super confortable pour moi. Oui. C'est un moment où je tournais comme un fauve. Elle l'a lu sans lire les journées, sans lire le J, parce qu'en fait le livre il est séquencé avec 7 journées du 12 août et les jours d'après. Elle n'a pas lu. Elle n'a pas lu ce jour-là, elle a lu les suivants, et elle est venue me voir, elle m'a dit que ça y est, elle savait qu'elle n'allait pas mourir. Et ça, à partir du moment où elle savait qu'elle n'allait pas mourir, elle a bien voulu revivre ce J et s'y frotter. L'amour, oui. L'amour, c'est un moment où on le dissèque. C'est un moment où on va chercher ce qui est de l'ordre de l'amour, ce qui ne l'est pas. Ce qui est de l'ordre de la pitié, ce qui est de l'ordre de la solidarité, de la bienveillance, oui. de l'accompagnement. On pense aussi que l'amour est une condition totalement suffisante pour être bon aux côtés de l'autre, dans ce rôle d'aidant. Mais en fait, ce sont des fondations, mais le reste, il faut le construire. On n'a pas le mode d'emploi. Merci Cédric Sapin de Four. Vous avez 13 ans, vous avez une espèce de vocation pour la chimie, et puis vous grandissez, vous devenez une sommité dans la microbiologie, mais vous avez un péché mignon, c'est la bactérie Listeria, c'est ça? Ça vous rend folle, cette bactérie? Allez, avouez-le. Oui, j'ai travaillé de nombreuses années sur cette bactérie qui était très très intéressante et Regardez. qui nous a permis d'ouvrir un livre Oui. aux différentes pages Oui. que nous trouvions importantes d'aborder. Et vous êtes une sommité mondiale par rapport aux études sur cette bactérie. Alors, on va évoquer l'antibiorésistance. C'est vraiment une épidémie. Vous assumez. D'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, puisque l'OMS dit, mais oui, c'est un fléau absolu. On se jette sur les antibiotiques, on ne se rend pas compte de ce que ça nous fait. On ne se rend pas compte que, au cours du temps, les antibiotiques ont fait que les bactéries se sont défendues. Et donc, parmi une population de bactéries, on a tout d'un coup eu une bactérie qui était résistante et toutes les autres ont été tuées par l'antibiotique et la bactérie résistante s'est multipliée et c'est elle qui a dominé la situation. Alors, ce type de scénario peut arriver, par exemple, si vous avez pris un antibiotique, que vous aviez une infection. Et tout d'un coup, il y a une des bactéries qui devient résistante. L'antibiotique est là, mais la bactérie va se multiplier et l'organisme reste infecté. Et les chiffres sont affolants. C'est-à-dire les projections dans le temps, d'ici une génération, d'ici 2050, il peut y avoir effectivement jusqu'à 30, 35, 39 millions de morts liées à cette antibiorésistance. C'est vrai que les chiffres sont absolument effrayants et qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et dans ce livre, c'est exactement ce que j'ai essayé de proposer. Il y a plusieurs scénarios possibles. Ouais. Par exemple, il faut d'abord se vacciner si on peut se vacciner. Il faut prendre des mesures d'hygiène dans tous les cas de figure. Mesures d'hygiène élémentaires. Les mesures d'hygiène élémentaires. Et ensuite, il faut vraiment se soigner en prenant des antibiotiques si on a démontré que c'était l'antibiotique qu'il fallait prendre. La défiance vis-à-vis de la vaccination, ça vous inquiète ? Oui. Ça m'inquiète beaucoup, surtout dans ce qu'on voit aux États-Unis à l'heure actuelle. Quand vous avez un ministre de la Santé, M. Kennedy, qui est en train de dire qu'il ne faut pas utiliser les vaccins, c'est dramatique. Parce qu'en fait, un vaccin, c'est bien pour vous, mais c'est bien au niveau de toute la population. Il faut qu'il y ait une couverture vaccinale, c'est-à-dire que toute la population soit vaccinée. En ce moment, on ne parle pas que de la France.
la santé, c'est la santé au niveau planétaire. Alors, on va évoquer avec vous et avec Anna des politiques publiques de prévention contre l'usage excessif des antibiotiques. Ça remonte à des dizaines d'années. Oui, mais plus de 20 ans. Vous n'êtes certainement d'ailleurs pas passé à côté de ces grandes campagnes nationales de communication et surtout de leurs slogans. Je pense notamment à celui-ci qui date de 2002. Écoutez. T'as l'air malade. T'es sous antibiotiques? Non. Mais il est pas malade alors. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Une phrase qui est vraiment devenue mythique et qui a en tout cas permis, qui a eu le mérite de faire diminuer de 22% la consommation d'antibiotiques selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament sur la période 2000-2004. Alors aujourd'hui en France, la consommation, elle s'est stabilisée, mais le pays reste quand même le 5e pays le plus consommateur d'antibiotiques en Europe. Alors est-ce que vous pensez qu'il faudrait avoir de nouvelles campagnes choc comme celle-ci, non seulement pour que les médecins prescrivent moins d'antibiotiques et puis que nous, on en consomme moins? C'est évident qu'il faut qu'il y ait des campagnes qui essaient de faire comprendre à tout le monde qu'on n'est vraiment pas en train de rire. L'antibiorésistance est extrêmement grave. Problématique. Donc, sobriété au niveau de l'antibiotique. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Merveilleuse femme, navigatrice, écrivaine, patronne, présidente du WWF. Et alors, ce livre, absolument génial, roman graphique, Une bouteille à la mer, avec une autrice allemande, d'origine allemande, Zelba. C'est drôle, c'est très malicieux, c'est de la vulgarisation pour tous, c'est dense. Et l'idée, au moment où les nouvelles sont quand même majoritairement mauvaises pour les écosystèmes, c'est d'essayer de donner quelques indices d'espoir. C'est ça. Des indices d'espoir. D'abord, c'est de traiter pas sérieusement un sujet sérieux, parce que c'est un peu plus facile. En plus, le roman graphique permet de faire des petites vignettes, des petites explications. Des petites choses. Et effectivement, on ne va pas se laisser faire. Une question très concrète. Le plastique, ça, vous le constatez quand vous allez à 81 degrés nord, au Spitzberg, il y en a partout, des microparticules. On ingère par semaine l'équivalent d'une carte de crédit de plastique. Comment fait-on de la même manière pour lutter contre ce déversoir qui est devenu l'océan? Alors là, il y a deux choses. D'abord, nous, il faut qu'on diminue notre consommation de plastique. Nous, les citoyens. Nous, les citoyens, je veux dire, on peut faire une partie du job. Si on va plus vers des choses pas emballées, on aura des choses pas emballées. Après, il y a en ce moment une négociation internationale sur laquelle il faut pousser. Là aussi, les ONG sont au premier rang. Parce qu'il faut diminuer notre production. On nous explique que non, c'est pas un problème, on peut continuer à en produire et puis on va s'arranger pour le ramasser, pour le recycler. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça se recycle très mal. Et ça se ramasse finalement pas beaucoup. Donc il n'y a qu'une solution, c'est diminuer notre consommation. Alors on va évoquer avec vous et avec Anna les limites. Pour que la Terre reste habitable, il faut ne pas dépasser un certain nombre de limites. 9, la 7e a été dépassée. Oui, des limites planétaires, il en existe effectivement. Voilà, tout à fait, il en existe 9. Jusqu'à maintenant, 6 avaient été franchis. La 7e est dépassée, c'est l'acidification des océans. Alors la conséquence directe, c'est l'amenuisement, voire l'anéantissement de la vie marine, et notamment les coraux, les crustacés, les requins font partie des espèces qui sont les plus menacées. Le philosophe Dominique Bourg s'exprimait déjà en 2023 à ce sujet. Voilà ce qu'il disait. C'est très inquiétant, car pour chacune des 5 grandes extinctions précédentes, la vie s'est d'abord effondrée dans les océans avant la Terre. Alors Isabelle Lutissier, on y est, ça y est, on est au bord du gouffre? J'espère qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais enfin c'est vrai que moi aussi j'ai relevé cette triste nouvelle. C'est vrai que parce qu'ils absorbent nos gaz à effet de serre, les océans s'acidifient. Prenez un verre de coca bien acide, mettez un coquillage dedans, le lendemain matin il n'y a plus de coquillage. D'accord ? Donc c'est ce qui est en train d'arriver. Les coquillages sont fragilisés, le plancton est fragilisé, et donc la vie marine est fragilisée. Et on l'a vu, ça nous fournit de l'oxygène, ça absorbe nos gaz à effet de serre, ça absorbe l'excès de chaleur. Donc, s'il n'y a plus de vie dans les océans, oui, on est mal. Vous qui voyagez beaucoup, Isabelle Autissier, quel est le degré de prise de conscience en France par rapport aux autres pays, sur tout ce que vous décrivez? Je pense qu'on n'a pas conscience de la gravité des choses. Quand on dit que le corail meurt, à 2 degrés, 100% du corail meurt. Et c'est l'écosystème le plus productif au monde, dans le monde maritime. C'est ce qui permet à 2 milliards de personnes de trouver des protéines, parce qu'ils vont pêcher du poisson pour le manger eux-mêmes. Donc, voilà, donc ça, on n'a pas conscience de l'énormité des choses. Et que notre avenir à nous est en jeu. Voilà. À travers donc à un moment donné, il faut le dire, même si ça ne fait pas plaisir, mais voilà, c'est le niveau de base. Après, on peut construire des solutions, mais il faut savoir de quoi on parle. Merci Isabelle Autissier d'être venue dans 28 minutes. Une bouteille à la mer contre l'éco-anxiété, agir, c'est votre devise.
Jafar Panahi, et c'est cette liberté chevillée au corps qui vous permet de dire, encore un paradoxe, ce n'est pas moi qui ai fait le film, c'est la République islamique qui a réalisé d'une certaine façon un simple accident, en vous incarcérant et en vous faisant écouter le bourreau qui vous interrogeait pendant que vous aviez les yeux bandés. Je suis un cinéaste social, c'est-à-dire quelqu'un qui s'inspire de ce qui l'entoure dans la société. Imaginez que on me déplace de mon milieu et on m'enferme en prison, un endroit que je ne connais pas. Je ne connais pas les autres personnes qui m'entourent et ils disent des choses qui sont très nouvelles pour moi. Et je me dis, mais ces gens, ils sont extraordinaires. Ce sont des gens qui ont mis toute leur vie pour le peuple. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi? Que je le veuille ou non, ça va m'influencer de toute façon. Après, j'ai voulu continuer ma vie, mais c'était impossible parce que je n'arrêtais pas de penser à ce muraille, à cette porte, à toutes ces personnes qui sont derrière. Et je me dis, pourquoi moi je suis à l'extérieur, en fait? Pourquoi je ne fais rien pour ces personnes? Et donc, c'est là le début de cette idée de film. Jafar Panahi, vous dites que c'est un film d'anticipation, c'est-à-dire la réaction de la population une fois que le régime tombera. Vous êtes confiant, ce régime tombera, c'est une question de temps pour vous. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste? Voyez-vous, l'expérience historique nous montre que ce genre de régime ne peuvent pas rester jusqu'à l'éternité. Alors, on voit qu'ils ne savent pas faire leur travail, qu'ils n'arrivent pas à gérer, n'arrivent pas à avoir une bonne gestion du pays. Donc, tous ces problèmes qui vont continuer, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire le montre. On ne peut pas continuer ainsi. Et il y a 3 ans, ce qui s'est passé en Iran, femmes, vie, liberté, il s'est passé quelque chose dans l'histoire de l'Iran et tout est devenu plus clair. Voyez-vous, il y a une clarté. Donc c'est pour ça que je dis ça. Votre ami, le cinéaste Mohammad Rassoulov, a fui. On se souvient, il a fui à pied pendant la nuit l'Iran, l'auteur des Graines du figuier sauvage. Néanmoins, ultime paradoxe vous concernant, vous êtes viscéralement attaché à votre pays. Vous ne rêvez que d'une chose, retourner le plus vite possible dans votre pays et continuer à y vivre et à faire des films. Vous ne pouvez pas vivre ailleurs. Je n'ai pas la capacité de m'adapter à un autre pays que l'Iran. Je ne peux que rester chez moi, vivre en Iran, et ce n'est que la seule raison. Je pense que je suis un peu lâche, en fait. J'ai peur de vivre ailleurs, vous voyez. C'est pour ça que je dois retourner en Iran. Merci, comme dirait votre idole Samuel Beckett, bon qu'à ça, faire des films et vivre en Iran. Merci infiniment, Jafar Panahi. Ce livre, coécrit avec Valérie Higounet, illustré par Guy Le Bénérès, Samuel Paty, un procès pour l'avenir et sans doute pour l'histoire. C'est un ouvrage dans lequel vous témoignez après avoir assisté au procès. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'introspection qui est intéressant et presque philosophique ou ontologique en ce qui vous concerne. C'est comment être Gaëlle Paty et pas seulement la sœur de Samuel Paty. C'est une question qui vous a taraudé. Dès le départ. C'est vraiment une question fondamentale chez moi parce que très vite, les gens m'ont assimilée à l'horreur. Oui. D'autant plus que je venais d'emménager dans une nouvelle région, dans un nouveau métier. On venait d'ouvrir une librairie avec mon mari. Donc, quelque part, je commençais une nouvelle vie qui devait être un nouveau moment de ma vie, en fait. Et donc, ce nouveau moment est devenu l'histoire de cet attentat. Et donc, j'ai lutté, en fait, pour réexister. Désincarcérer votre identité. Voilà, devenir quelqu'un d'autre, parce que je n'ai pas pu redevenir celle que j'étais avant, évidemment. Mais en même temps, je ne voulais pas être la victime, la sœur de la victime. Tout ça, ça m'a beaucoup pesé. Vous avez dit à un moment donné, pas d'amalgame entre islam et islamisme, mais pas de compromis. Pas de compromis sur quoi? Sur la laïcité, sur l'humanisme, sur la transmission, sur la sanctuarisation de l'école de la République, sur le savoir, sur tout ce qu'incarnait votre frère, Samuel Paty. Voilà, pas de compromis sur l'école. Pas de compromis sur le sanctuaire qu'est l'école, qu'il doit rester, sur que ça reste un lieu de savoir, un lieu où on peut
réfléchir, donner des outils pour réfléchir. Je ne suis pas une partisane d'une laïcité combattante. Je suis partisane d'une laïcité du vivre ensemble. Pour moi, la laïcité, c'est l'outil que la France a construit pour faire vivre nos valeurs humanistes, liberté, égalité, fraternité, au sein de notre société, et donc à l'école. Vous avez été rassuré finalement par les sanctions, par les sentences, et en même temps, ce que vous dites, c'est que ces accusés n'ont pas compris, pour certains, la gravité de ce qu'ils avaient fait. Alors, c'est toujours difficile de savoir exactement ce qu'ils ont compris et ce qu'ils ont voulu dire. Ça, c'est clair qu'il y a toute une stratégie de défense qui a été mise en place, qui a verrouillé totalement la communication et le débat au sein de l'audience. Parce que leur stratégie de défense, c'est on n'a rien fait, on est responsable de rien et on n'a rien à faire ici. Et on est au courant de rien. Donc, c'est quand même très dur à entendre, très frustrant, mais c'était bon. Voilà, faut faire avec ça, et voilà. Vous reprenez, c'est étonnant, mais vous le savez, vous avez repris d'une certaine façon, quasiment mot pour mot, les propos d'Antoine Léris, qui est une co-victime des attentats du Bataclan. Sa femme a été tuée lors des attentats du Bataclan. Et il avait dit « Vous n'aurez pas ma haine ». Ouais. Et d'une certaine façon, c'est ce que vous dites à propos de plusieurs de ses complices. Ni ma haine, ni ma pitié, ni mon pardon. Oui. C'est chouette que vous me montriez, parce qu'en fait, moi, quand il a sorti je ne connais pas Antoine Léris, personnellement, mais quand il a sorti son livre après le Bataclan, je l'avais lu, en fait, voilà. Et à l'époque, j'étais absolument pas touchée par le terrorisme, mais j'avais bien compris, en 2015. En fait. Et moi, aujourd'hui, voilà, la haine est très mauvaise conseillère, et en plus, elle continue de détruire, en fait. C'est vraiment, il y a l'attentat, il y a déjà la barbarie, mais si la haine est encore là, on s'autodétruit encore plus, en fait. Donc, arrêtez cet engrenage. Merci Gaëlle Paty. Nous poursuivons notre séance de rattrapage des meilleurs moments de votre émission préférée. On commence avec un débat autour de la santé mentale en France. Et on démarre avec la statistique du jour. Benjamin Sportouche, c'est à vous. La maladie mentale et les troubles psychiques touchent chaque année près d'un Français sur 5, selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, statistiquement, nous sommes concernés autour de cette table, ce qui donne le chiffre de 13 millions de personnes en France qui développent un trouble psychique. Mais l'éventail, Stéphane Henriette, est très large. Quand on parle de santé mentale, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, ce qui est difficile dans la statistique du jour que vous montrez, c'est que dès le début, en fait, on voit que les troubles psychiques et la maladie mentale sont mélangés. On arrive à ce chiffre de 1 Français sur 5. Et en fait, c'est un chiffre, on a un peu du mal à le comprendre. Il nous assomme et on ne sait pas trop comment faire avec. Et une des difficultés avec ce chiffre, c'est comment est-ce qu'on prend en considération parmi tout ça les personnes aussi les plus en difficulté, les plus en souffrance. Parce qu'il y a la dépression, les troubles anxieux, tout est associé à l'alimentaire, la bipolarité, la schizophrénie. Tout est englobé, c'est cela ? Tout est englobé dans ce 1 sur 5. C'est un chiffre qui peut faire peur, on ne sait pas comment on le prend. Voilà. La santé mentale, selon l'OMS, bien-être, épanouissement personnel, ressources psychologiques et capacité d'agir selon soi. C'est ça ? C'est une bonne définition. Alors, la santé c'est positif. La santé mentale, c'est positif comme la santé physique. Donc, c'est l'état de bien-être qui vous permet de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler, de participer à la communauté. Et effectivement, il y a les maladies, mais c'est deux choses qui sont différentes. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à associer un peu les choses. Et dans les maladies, comme le disait le docteur Henriette, effectivement, il y a toute une variété de maladies, certaines qui sont très chroniques et d'autres qui sont beaucoup plus passagères. Isabelle Carré, vous avez réalisé un film qui sortira le 12 novembre, on va voir la bande-annonce tout à l'heure, mais un film qui est absolument inspiré de votre propre histoire, de ce qui vous est arrivé quand vous aviez 14 ans. Oui, c'est un livre qui est sorti en 2018, Les Rêveurs. J'avais pas du tout l'intention d'en faire un film, mais il y a eu le confinement. J'ai vu comme vous ces chiffres monter sur la désespérance, les fragilités psychologiques des jeunes. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de mettre en perspective mon expérience donc d'internement à 14 ans, suite à une tentative de suicide en 85, à Necker,
face à ce qui se passe aujourd'hui pour les jeunes, et surtout les jeunes filles. Et ça, surtout les jeunes filles qui souffrent le plus. Ça, c'est, je trouve, une question dont on doit s'emparer, parce que pour l'instant, j'en ai peu entendu discuter, comme d'ailleurs j'ai peu entendu les jeunes s'exprimer là-dessus. Et moi, c'est une question qui me taraude. Pourquoi les jeunes filles? Pourquoi tant de jeunes filles? Vous avez raison, 49% seulement des filles, donc 1 sur 2, estiment être dans une santé mentale convenable. Autrement dit, c'est dramatique, c'est un chiffre énorme. Oui, et sur les pensées suicidaires, c'est un jeune lycéen sur 4 qui a eu, au cours de l'année, une pensée suicidaire au moins. Donc là aussi, c'est un chiffre. J'ai tout de suite envie, du coup, de rappeler le numéro de téléphone contre le suicide, qui est le 3114. Voilà. Stéphane Henriette, vous exercez depuis combien de temps? Ça fait une vingtaine d'années. Comment vous expliquez qu'il y ait toujours si peu de moyens pour la santé mentale? Qu'est-ce que vous avez constaté en 20 ans? C'est parce que le tabou est toujours aussi fort? Alors, je pense que le tabou est fort. Je pense que les politiques ont cerné les difficultés. On a eu... grande cause nationale, quand même, grande 2025. cause nationale maintenant. C'est du vent. On a eu le Conseil national de la refondation qui n'a pas vraiment eu le temps de voir le jour. Il y a eu les assises de la santé mentale et de la psychiatrie, les assises de la santé de l'enfant et de la pédiatrie. À chaque fois, il y a des mesures, mais avec peu de financements qui sont déployés ensuite. Pour soigner, on a besoin de personnel, on a besoin aussi de médicaments, on a besoin de locaux adaptés. Et on manque d'une politique de santé mentale et de psychiatrie qui soit ambitieuse. Les ministres se succèdent, ils n'ont pas le temps de déployer leur programme. Quand ils ont des projets, etc., les financements manquent. Voilà un petit peu la situation telle qu'elle est. Et puis, il y a aussi un problème d'incitation. Les étudiants n'ont pas envie de faire des études qui les mèneraient et qui les conduiraient à devenir psychiatre. Qu'est-ce que ça vous inspire? 90% des psychiatres interrogés disent qu'ils rechoisiraient cette spécialité. Ah oui. Et pourtant, il y a énormément d'étudiants en médecine qui disent non, ça n'est pas très valorisant, 60%, je crois. Très Qu'est-ce que ça vous inspire? alors que ce sont des métiers qui sont passionnants. Là, ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même que ce sujet-là, il est en train de franchir le mur du son. On en parle, il y a des films, de plus en plus. Le festival Cinéma à la Folie, il y a énormément de choses qui se passent aussi avec des prises de parole. Et peut-être qu'on est dans un moment un peu de bascule, comme ça a été le cas dans les pays anglo-saxons, qui effectivement ont beaucoup travaillé sur le regard, ce qu'on appelle la déstigmatisation. Comment je regarde le sujet autrement, comment je vois la problématique de la psychiatrie, des maladies psychiatriques, non pas comme de la faiblesse, de la folie, de la violence, mais comme, voilà, ça fait partie des maladies, il faut y aller, etc. Et donc là-dessus, ça peut aussi faire changer les choses et peut-être susciter plus d'attractivité. En tout cas, on en a vraiment besoin parce qu'effectivement, la moitié des personnes ne sont pas prises en charge. Ça veut dire quoi de dire à un enfant de 14 ans qui a le courage d'aller dans un service de pédopsie, de lui dire reviens dans 6 mois, voire dans 1 an, voire dans 2? Et c'est la plupart du temps, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que c'est aussi pour un soignant de prendre cette responsabilité-là, de dire rentre chez toi, alors qu'il demande de l'aide? Le festival Cinéma en Folie, vous en êtes la marraine. Il est itinérant en France. Et on va regarder tout de suite la bande-annonce de votre film Les Rêveurs, Isabelle Carré. Peut-être avant de commencer, je dois vous dire quelque chose. J'ai été internée ici quand j'avais votre âge. Non, je reste pas ici. Si, tu vas rester un petit peu ici. Papa! Dimanche, lundi. Je me souviens en CP, quand on apprenait à les écrire. Ces mots voulaient tous dire quelque chose. Mais en fait, ils sont vides. Tout est vide. La Gestapo! Comment ça se passe ce matin? Pourquoi je dois rester ici? Parce que tes parents ont peur que tu recommences. Isabelle Carré, c'était une volonté de sensibiliser par ce biais-là, vous l'avez fait par un livre, et là de toucher un autre public, de dire voilà ce que... Oui, exactement. Un peu comme, c'est mon espoir, comme le consentement de Vanessa Springora. Les adolescents s'en étaient emparés. Le livre, c'est plutôt les adultes qui l'avaient lu, avec beaucoup de succès, mais c'est les adolescents se sont emparés du film. Et c'est pour ça que j'ai voulu que ce film ne soit pas trop sombre, mais au contraire montre qu'il y a des solutions. Le message, c'est ne t'inquiète pas, ça passe. Il faut que tu trouves aussi ton moyen de t'en sortir. Et il faut être à l'écoute des choses qui peuvent advenir aussi. Moi, ça a été un film où il y a une phrase préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. J'étais dans j'avais envie de dire la cellule, dans la chambre d'un de mes camarades. Il y a ce film qui est passé, cette phrase. Et à la suite de ça, j'ai voulu m'inscrire dans un cours de théâtre. Donc, parfois, quand il n'y a pas de main tendue,
Ça peut être l'amitié, ça peut être des choses qu'on entend, ça peut être des rencontres avec des soignants, un soignant, une soignante. Mais on s'en sort, ça passe. Angèle Malettre-Lansac, vous avez connu ça de l'intérieur, vous avez été conseillère ministérielle, vous savez comment ça se passe. Pourquoi on a un tel retard? Parce que les politiques n'ont pas voulu regarder, il faut jusqu'à 2 ans aujourd'hui pour avoir un rendez-vous en pédopsychiatrie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un enjeu, mais c'est un paradoxe énorme. C'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on met plus d'argent sur les troubles psychiques que sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires, etc. Et pour autant, 50% des personnes ne sont pas prises en charge. En pédopsychiatrie, on a des chiffres aussi, des délais d'attente qui sont très, très, très conséquents. Alors, il y a plusieurs sujets. Le gros sujet, c'est aussi qu'on investit très, très peu en prévention. On fait très peu de choses. Donc, les gens, ils arrivent avec 8, 10 ans. Nicolas Demorand le raconte très bien dans son livre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est bien connecté, qui aurait pu. Il prend 10 ans entre ses premiers symptômes et le moment où on lui pose un diagnostic. Des gens qui n'ont pas le même capital socioculturel, ça Imaginez, va être il y a des gens qui ne sont jamais pris en charge ou qui vont être pris en charge. 75% des maladies se développent avant 25 ans. Les gens vont parfois attendre jusqu'à 50 ans avant d'avoir un diagnostic de posé. Donc, on a vraiment un sujet d'aller repérer, intervenir le plus tôt possible et être dans une action de prévention. Mais ça, c'est pas que à titre individuel, c'est collectif. Il y a des centres experts maintenant, il y a des centres experts et ça va plus vite d'avoir des diagnostics. Il y a aussi, par exemple, qui a été mis en place le secouriste premier secours santé mentale, même pour les adolescents. Mais pour autant, en prévention, en déstigmatisation, ça avance. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu sais que tu es schizophrène et que tu n'as pas de place pour être soigné au long cours? Et moi, je voudrais insister sur la disparité territoriale. Parce qu'il y a des endroits en France, des zones entières, des régions entières où il n'y a de rien. prise en charge. Où il n'y a rien. Alors, on va évoquer un réseau qui s'appelle... Une application. Link. Ben oui, quoi de mieux qu'un jeune pour parler à un autre jeune de santé mentale? C'est ce qu'a très bien compris Miel Abitbol, 18 ans, elle est influenceuse en santé mentale. Non seulement elle parle ouvertement de sa propre santé mentale, elle a fait une dépression à 14 ans après avoir été harcelée. Donc, elle partage ses conseils avec sa communauté de 2 millions d'abonnés sur TikTok. Mais elle est aussi connue pour avoir créé donc, cette application de santé mentale avec son père, Link, dédiée à la santé mentale des jeunes, qui a déjà été téléchargée 300 000 fois. On trouve dans cette application un calendrier des émotions qui permet de suivre l'état mental au jour le jour, un journal intime dans lequel on peut écrire, mais aussi poster des audios, des vidéos, et que l'ado peut partager avec un adulte de confiance s'il le souhaite. L'idée étant de créer du lien entre les générations. C'est d'ailleurs pour ça que l'application s'appelle Link, comme lien. Il y a aussi un kit de secours avec des solutions concrètes quand on fait face à des situations difficiles, crise d'angoisse, harcèlement, pensée suicidaire. Et d'ailleurs, Miel et son père se sont associés à une psychiatre pour être en mesure de proposer des contenus médicaux de qualité. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas sur les réseaux sociaux. Une enquête du Guardian du mois de juin révèle que la moitié des vidéos les plus regardées sur TikTok sur la santé mentale transmettent de fausses informations. Par exemple, manger une orange pour diminuer l'anxiété ou manger du basilic pour guérir d'un traumatisme en moins d'1 heure. Et les statistiques montrent en France que près de 90% des contenus qui sont liés à la santé mentale sont postés par des personnes étrangères au domaine de la santé. Angèle Malettre-Lansac, une appli, ça ne remplacera jamais un vrai psy. Il faut s'en méfier. Alors, il ne faut pas forcément se méfier de façon globale. On voit, par exemple, Link, des applications qui sont dédiées avec des professionnels de santé qui sont derrière. C'est hyper intéressant. Les jeunes entendent énormément parler de santé mentale et leur première source d'information, c'est les réseaux sociaux. Donc, il faut faire aussi avec cette réalité-là. La question, c'est quel type d'information, quelle réalité derrière, quelle science on a derrière. Quand on vous parle effectivement d'orange et de basilic, là, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le bon sujet. Mais il faut utiliser ça dans la mesure où ça permet de faire passer de l'information fiable, de sensibiliser et peut-être de les aider à s'orienter aussi et à comprendre. Donc, c'est une bonne alternative. C'est pas une alternative, c'est une complémentaire. Pour moi, il faut vraiment qu'on ait des ressources humaines aussi. Ça, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas juste avoir du digital. Ça, Stéphane Henriette, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'ados, beaucoup de jeunes qui se confient à l'IA aujourd'hui, à ChatGPT notamment. Peut-être que vous le voyez, vous, dans le cadre de votre métier. Comment vous percevez ça? Comme un complément ou une inquiétude? Je perçois plutôt du côté on retrouve pas des réponses du côté de l'humain, on va les chercher ailleurs. Je dois préciser quand même qu'il y a un certain nombre des personnes qu'on accompagne, etc., n'ont pas forcément accès, par exemple, aux réseaux sociaux, n'ont pas forcément de téléphone. On n'en est pas. Enfin, voilà, une des difficultés quand même, c'est l'invisibilisation quand même des situations les plus complexes, des personnes les plus en désinsertion sociale, etc. Voilà.
on voit bien quand même, avec le reportage que vous nous avez montré, le basilic, l'orange, etc., que la santé mentale n'échappe pas à une forme de gadgetisation. Enfin, voilà, c'est quand même des choses qui peuvent un peu nous inquiéter, je trouve. Et puis l'addiction aux réseaux sociaux, éventuellement, peut elle-même devenir problématique pour la santé mentale des jeunes adolescents. C'est que si des adolescents voient une vidéo qui parle de scarification, après, ça génère ça pendant 1 heure. Et pendant une heure, ça tourne là-dessus. Mais c'est important que des psychiatres, par exemple, ou des psychologues, justement, aillent sur TikTok pour contrer cette désinformation, cette mésinformation. Oui, on peut informer. En psychiatrie, on crée aussi des applications, mais de suivi, et qui remplacent pas, qui vont venir éventuellement compléter, qui vont, par exemple, rappeler les rendez-vous, aider à la prise des médicaments. Mais ça remplacera jamais l'humain, le facteur humain, comme vous disiez. Je voulais juste rajouter une autre appli gratuite, c'est Jardin Mental aussi. Oui. Une application d'État, c'est oui. Donc les secouristes de santé mentale, oui, il y en a 250 000, il en faudrait 750 000, c'est ça? Ils ont l'ambition d'en créer 750 000, et notamment avec les adolescents, que les adolescents aussi soient partie prenante. Soit eux-mêmes des secouristes. Oui, parce que comme ça, à l'école, effectivement, ils peuvent davantage peut-être repérer c'est quoi les signaux un copain faibles? qui va mal. Comment elle marche cette formation? Vous l'avez Alors moi, je ne l'ai pas suivie. Et alors, est-ce que vous en savez Alors, identifier effectivement, l'Australie, qui est le pays où c'est né, il y a aujourd'hui une trentaine de pays qui font des premiers secours en santé mentale. Ils ont 1 million de personnes formées sur 27 millions d'habitants. Donc en France, on voit bien qu'on a encore un peu de marge. Dans le monde du travail, à l'éducation nationale, dans les centres d'action sociale, dans les EHPAD, c'est intéressant aussi. Concrètement, pour le burn-out, par exemple, ça se passe comment? Alors concrètement, on vous explique ce que sont les principaux troubles, et puis on va un peu vous aider à comment je parle à la personne qui n'est pas bien, comment je la repère, et surtout comment je l'aide à s'orienter vers un professionnel. Je ne deviens pas un professionnel de santé avec les premiers secours. Il ne peut pas y avoir de confusion. Surtout pas. Par contre, ça enlève certaines peurs qu'on peut avoir à adresser la personne, et surtout, on va l'aider à s'orienter. Stéphane Henriette, sur ce dispositif? Je pense que c'est intéressant. Après, la question, c'est vers qui on oriente, vers quoi on oriente, qui est-ce qui peut répondre. Oui, il faut dire, s'il n'y a pas de psy pour prendre en charge, on se retrouve confronté à ce problème. Voilà. Merci à tous les trois. Et je rappelle, votre film, Isabelle Carré, Les Rêveurs en salle, le 12 novembre prochain. Merci à tous les trois. Grok, l'intelligence artificielle. Grok, l'IA d'Elon Musk. Grok ne semble pas être corrigé. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Grok, néologisme tiré d'un roman de SF américaine des années 60, qui signifie comprendre totalement, désigne le robot d'IA génératif développé par X sous l'autorité de son chef tout-puissant. Le chatbot est accusé de dispenser des conseils d'assassinat, d'être nazi ou de semer le doute sur la réalité de manifestations. Musk, obsédé par la conquête de la planète Mars, a pioché le nom Grok dans un best-seller de 1961 où un terrien élevé sur Mars par des Martiens revient sur Terre, lieu qu'il embrasse avec empathie, en anglais « to grok ». Le roman est devenu générationnel, le mot Grok adoubé des fans de SF, hippie ou geek avec une aura pacifique. Dans la course à l'IA, Grok avait pris du retard sur la concurrence et le boss avait dû vanter les mérites de son outil, ses capacités d'analyse médicale ou sa neutralité face aux dangers d'une IA woke. Car si au test de la boussole politique de 2023, Grok penchait naturellement à gauche, elle véhicule désormais les options politiques du proprio. Mais l'introduction d'un bouton partagé sur Grok en janvier 2025 est à l'origine de la divulgation involontaire de plus de 370 000 conversations entre l'IA et ses utilisateurs, indexées sur les moteurs de recherche et donc rendues publiques. Les échanges ont révélé que Grok enfreignait allègrement ses propres principes. Outre l'étalage de dossiers médicaux, Grok détaillait comment se suicider, fabriquer drogues et bombes, ou un plan méticuleux et exécutable pour assassiner Musk. Le 12 août, après avoir affirmé qu'Israël et les États-Unis commettaient un génocide à Gaza, Grok a été éteint. Victime, selon lui-même, de la censure du patron. Un bon Grok et au lit.
Marie-Xavier, l'heure de vos chroniques. Alors, vous vous intéressez à des sujets fondamentaux, quoi. Championnat du monde de la frite, hein. Ah oui? Ben oui, ça a eu lieu où? À Arras. Et c'est un Néerlandais qui a décroché ce titre envié de champion du monde de la frite. Une histoire servie dans un cornet. Évidemment, Elisabeth, c'est à la fin de l'an 3 de la République française, comprenez 1794, que paraît le premier ouvrage entièrement consacré à la pomme de terre, la cuisinière républicaine, un ouvrage qui nous promet de nous enseigner les meilleures manières d'accommoder toutes les patates. Il est signé Madame Mérigot, veuve, mère de libraire, et d'ailleurs à remarquer cas exceptionnel d'une femme autrice de livres de cuisine au XVIIIe siècle. La patate est mise à l'honneur. Et ici, la pomme de terre, vous savez, venue d'Amérique, magnifiée par Parmentier, mais regardez avec méfiance. Bon, ben voilà, un livre entier consacré aux pommes de terre, c'est révolutionnaire. Elles sont bouillies ou elles sont déjà frites? Elles sont déjà frites. On a faim. Les mots de juifs, vous nous torturez, là. Il y a plein de recettes, mais enfin, en tout cas, vous avez déjà la première mention que ces pommes de terre peuvent être frites, alors dans du saindoux, dans du beurre, et puis... salé. Ah bah oui, et on voit après plein d'ouvrages qui traitent de cette question-là. Le cuisinier économe en 1821 nous donne les manières de frire les pommes de terre. Allez hop, vous les faites frire, hop, vous les égouttez. Une fois qu'elles sont croustillantes, elles reviennent dans du beurre. C'est exceptionnel, nous dit-on, servi avec une pièce de bœuf. Et dès lors, la pomme de terre devient incontournable sur les tables populaires. Sur les tables bourgeoises aussi, et surtout, débat, mais alors improbable et incontournable lui aussi, de patriotisme. Elle est belge? C'est compliqué. Alors attention, sujet délicat, disons-le tout de suite. Il n'est pas improbable qu'à la fin du XVIIe siècle, quelques pêcheurs belges ont découpé des pommes de terre sous forme de bâtonnets, un peu comme des petits poissons, et puis ils les ont fait frire, tout simplement parce que ce jour-là, ils n'avaient pas pêché les poissons. Les Belges, apportez-nous des documents en masse pour le prouver la chose, pour le prouver, parce que là, jusque-là, ça reste très marginal. Non, toutes les études très sérieuses, et il y en a beaucoup, nous montrent que la pomme de terre frite s'impose dans les rues de Paris à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. D'ailleurs, aux États-Unis, on dit French fries. Au Royaume-Uni, on dit chips. Eux, ils ne savaient rien comme tout le monde. Non, sous ce terme générique de frites se cachent des réalités très différentes. Ben déjà, selon la manière de les couper, en lamelles, en bâtonnets avec des formes bizarres, la manière de les cuire. Quelle matière grasse, quel temps de cuisson. Donc, il n'existe pas une frite, il existe des frites. Les Français, les Belges, les Néerlandais, peuple du monde, soyons fiers de nos frites, tout en rappelant, Elisabeth, que les meilleures frites sont bien souvent celles que nous faisait notre grand-mère. Chère Marie, des religieuses autrichiennes nous font rire et nous amusent et nous exaltent. Alors, 3 octogénaires, 82, 84, 88 ans, se sont tirés de leur EHPAD, enfin, leur maison de retraite. Exactement. J'ai été obéissante toute ma vie, mais là, c'est trop. A déclaré sœur Bernadette, qui a donc 88 ans, et qui a littéralement pris la clé des champs il y a quelques jours, puisqu'elle s'est enfuie de sa maison de retraite, avec ses clics, ses claques, ses petits crucifix et 2 complices, sœur Régina et sœur Rita, 84, qui ont 82. donc 86 et 82 ans. Encore mieux. Direction, toutes les 3, là où elles ont vécu toute leur existence, c'est-à-dire le château de Goldstein. C'est tout près de Salzbourg. C'est un couvent et une école de filles. C'est une institution, ça existe depuis 1 siècle et demi. Alors depuis quelques années, il y a des petits garçons qui ont le droit de venir étudier parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Nos 3 sœurs, qui sont des Augustines de l'ordre de Saint-Augustin, étaient les dernières de leur communauté. Leur nouveau supérieur hiérarchique, qui est un prévôt d'une abbaye pas très loin, leur avait promis un droit de résidence à vie, sauf qu'il les a tout de même transférés de force, disent-elles, pour des raisons de santé, répond-il, en maison de retraite, il y a 2 ans. Alors les 3 nonnes ont commencé à s'y morfondre terriblement. Elle qui n'avait connu que ce château de Goldenstein, elle qui avait prié, enseigné et même étudié au château, puisque sœur Régina, la doyenne, était arrivée adolescente pour prendre des cours dans le couvent. Et dans sa classe, paraît-il qu'il y avait même Romy Schneider. Pour la petite anecdote, le village, tout le village est à fond derrière elle. Il y a des anciennes élèves
Ils sont venus les aider à porter leurs cartons et à les déballer dans le couvent vide. Il y a un serrurier solidaire qui les a aidés à forcer les portes de leurs cellules pour qu'elles se réinstallent. On a raccordé l'eau, l'électricité. Il y a 3 auberges du coin même qui leur livrent désormais des repas. Il y a un médecin de famille qui s'est désigné pour assurer les soins. Et puis même le maire adjoint leur a promis une petite bourse, une petite aide sociale. Bref, ces religieuses rebelles ont ému toute leur région, toute l'Autriche. Et elles reçoivent même désormais des messages de soutien de l'autre bout du monde parce qu'elles ont, vous l'avez vu, un compte Instagram. Elles documentent jour après jour leur combat pour finir leur vie chez elles. Enfin, presque chez elles, car je finis avec ces citations. Plutôt que de mourir dans une maison de retraite, je préférerais aller dans une prairie, m'étendre et entrer ainsi dans l'éternité. Ça, c'est Sœur Bernadette qui l'a dit. Et quelque chose me dit qu'elle fait ce qu'elle dit. Oui, ça va pas tarder. Sœur Sourire, merci. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À demain 20h05, on se quitte en musique avec Goûte mes frites, tube immortel de Valérie Lemercier, produit par Bébé et Bertrand Burgala. Un clin d'œil à la chronique huileuse de Xavier Mauduit. Tchuss. Goûte mes frites.